un cran de plus dans la montée en puissance de Wagner. Mais je mets peut-être un point d'interrogation. Vous y répondrez. La milice est-elle en train de devenir un pôle d'attraction à Moscou? Un pôle d'attraction, un premier aliment de poids est désormais officiel, celui d'un vice-ministre de la Défense, un homme influent, un homme respecté, voilà qui accrédite peut-être, et vous répondrez, l'idée que de plus en plus Wagner est en train de devenir un pôle alternatif. Peut-être pas Vladimir Poutine lui-même, mais un pôle alternatif pour le gouvernement de la Russie. D'abord, les faits, voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qui est cette recrue de poids de Wagner ? Eh bien, il s'appelle Mikhail Mizintsev, il a 60 ans et il est colonel général de l'armée russe. Ce n'est pas n'importe quel général, c'est l'un des plus importants. C'est à lui, par exemple, qu'on attribue souvent la conquête russe de cette ville ukrainienne de Mariupol. C'est lui aussi qui avait ordonné le bombardement du fameux théâtre de la ville. Voilà pourquoi, David, on l'a surnommé le boucher de Mariupol. Mikhail Mizintsev a été propulsé dans la foulée au sommet de l'État russe. Il a été nommé vice-ministre de la Défense, en charge, précisons-le, du ravitaillement matériel. Autrement dit, il était responsable de la logistique si importante dans une guerre comme celle-là. Et il occupait ce poste il y a encore un mois. Depuis, des rumeurs circulaient, mais on ne savait pas officiellement ce qu'il était devenu. Et il a donc rallié Wagner. Oui, et il l'annonce lui-même au cours de cette interview à Bakhmout, au milieu des troupes et des positions de Wagner. Écoutez. Семен, вот в этом и суть. Оказаться среди этих ребят после кожаного кресла, и это и есть великое счастье. C'est donc officiel. Mikhail Mizintsev a rejoint Wagner. La milice a mis en scène cette séquence pour revendiquer son recrutement. Alors que fait-il concrètement au sein du groupe? Il est commandant adjoint, c'est son titre. Ça veut dire qu'il seconde le cofondateur de Wagner, Dmitri Utkin. Aujourd'hui, à Bakhmout, il supervise notamment les opérations de retrait et de secours des combattants. Oui, David, son recrutement est le premier ralliement de poids d'une personnalité prestigieuse, très haut placée en Russie. S'est-il expliqué sur son choix ? Eh bien, il explique qu'il est proche de Wagner depuis en fait plus de 10 ans. Et cette proximité s'est encore renforcée ces derniers mois, justement quand il était vice-ministre de la Défense, je le rappelle, en charge du ravitaillement. Parce que contrairement à Sergueï Shoïgu, ministre de la Défense, que le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, n'a de cesse de critiquer, eh bien Mikhail Mizintsev, lui, a facilité la fourniture d'armes. Mais Mizintsev va même bien au-delà. Pour lui, Wagner, c'est clairement l'avenir. Лидером, знаком с Евгением Викторовичем Пригожиным также более 10 лет. Что для меня сегодня ЧВК «Вагнер»? Это современная военная модульная организация. Каждый знает свое место, каждый знает свою роль, каждый знает взаимодействующее должностное лицо справа-слева или то или другое подразделение. И вывод этот обоснованно произношу вслух, что Евгению Викторовичу Пригожину, как неукоснительному лидеру частной военной компании. En clair, Mikhail Mizintsev semble davantage croire en Wagner, en l'armée russe elle-même pour l'emporter dans cette guerre. Et il le dit, vous le voyez, clairement et publiquement. Voilà, il est limogé et juste après, il rallie Wagner et il en fait un éloge avec zèle. Avec zèle, un groupe d'avenir, la puissance d'avenir, je ne sais plus quels sont ces mots exactement. Une unité moderne, voilà. Une entreprise militaire moderne. Modulable. Et modulable, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et effectivement, avec en creux la critique de l'armée russe, vous l'avez bien dit Fanny. Juste avant de vous laisser Fanny, Wagner continue par ailleurs d'étoffer ses rangs et de renforcer sa puissance. Et oui, c'est ce que nous apprend une enquête du média américain Politico. Wagner recrute en masse sur les réseaux sociaux des combattants, des dronistes, des médecins ou encore des psychologues. Ce qui retient l'attention, c'est l'ambition de ce recrutement. La campagne de la milice est internationale. Wagner cherche à recruter des Européens, Français, Espagnols, Allemands, Polonais, Serbes, Hongrois, Tchèques ou encore Moldaves, mais aussi, disons-le, des Ukrainiens. Mais la milice regarde même bien plus loin. Regardez sur cette carte des Afghans, des Vietnamiens ou encore des Indonésiens.
Campagne ambitieuse aussi par le traitement proposé, 240 000 roubles, soit 2 800 €, avec en plus une prime de résultat, des congés payés et la prise en charge des frais de santé. Enfin, campagne ambitieuse aussi quant aux objectifs toujours affichés par Wagner. Disons-le, si Prigojine a retiré ses troupes de Bakhmout, ce n'est pas du tout parce qu'il a renoncé à tout esprit de conquête. Il revendique même la possibilité de prendre la capitale, Kiev. Écoutez. Это мой прогноз, если сделать так, как надо, да? Если дать нам 200 тысяч человек, то освободить Донбасс, по-моему, 1,5-2 года я говорил, да? Дойти до Киева, если сейчас мобилизовать все общество, включить на полный рычаг производства всех боеприпасов, вооружения и всего того, чего требуется. Сделать плановое производство того самого боеприпаса. Объявить всеобщую мобилизацию. Потому что ведь мы, когда придем к мобилизации, опять мобилизованные будут час готовиться и после этого идти на фронт. Bref, David, Evgeny Prigojine et Wagner se posent plus que jamais aujourd'hui en alternative à la stratégie de la Russie. Merci Fanny. Voilà pour le tableau général. Toutes les semaines, on a l'impression que Wagner monte en puissance. Mais là, ce qui retient l'attention, c'est quand même ce ralliement. Parce que ça signifie que Wagner a des relais au plus haut niveau et qu'il devient une force d'attraction. Vincent. Les passerelles existent. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la théâtralisation d'une hostilité qui peut être très vindicative et qui est focalisée notamment sur deux personnages, Sergueï Shoïgu, ministre de la Défense, Valéry Gerasimov, chef d'état-major. Mais pourquoi les passerelles existent-elles? D'abord parce qu'il y a eu des moments de complicité, par exemple en Syrie. Il se trouve que le Mizinsef en question était très actif en Syrie en 2016. Autre personnage qui incarne ces passerelles, ces canaux de communication, c'est Sergueï Sourovikine, qui, avant d'être rétrogradé, a été à un moment le commandant de théâtre du corps expéditionnaire russe en Ukraine, et qui ne faisait pas mystère de la sympathie d'ailleurs réciproque, que lui inspirait Prigojine. Et d'ailleurs, Prigojine l'avait publiquement remercié d'avoir fait en sorte que des livraisons de matériel et de munitions puissent lui parvenir en dépit des réticences de l'institution militaire de l'armée fédérale. Mais je précise le sens de ma question. Si, au moment où Wagner critique de façon de plus en plus directe, virulente, la façon dont est organisée, pensée cette guerre, rejoindre Wagner, n'est-ce pas le signe qu'on croit à l'idée que Wagner va jouer un rôle éminent dans les semaines, dans les mois qui viennent, bien plus éminent qu'aujourd'hui? Vous savez, j'ai eu l'occasion de dire ici que ce qui menaçait le plus Prigojine, c'était le complexe d'Icare. C'est qu'à force de vouloir approcher le soleil du pouvoir, il pourrait finir par se brûler les ailes. Mais il y a dans un de ses messages une réponse quasiment explicite à votre question, David. Grey Zone, vous savez, qui est cette nébuleuse médiatique qui est au service de Prigojine et de Wagner, a publié dans la foulée de l'officialisation du ralliement de ce transfuge Mizinsef, un commentaire qui est le suivant. Mizinsef n'est pas le premier et ne sera sûrement pas le dernier en rupture avec la bureaucratie et la servilité. Donc c'est continuer d'enfoncer un coin entre les vrais Russes, patriotes, qui vont au charbon, et les élites protégées, les fistons, les filles d'eux, etc. Donc il continue sur un registre très populiste à essayer d'incarner via ce type de personnage le fait que lui est porteur d'un patriotisme proactif et non pas purement rhétorique. Il y a cette dimension-là, un peu en Occident, on dirait populiste. On est proche du terrain, les autres sont dans leur bureau, c'est l'élite. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension que, pour l'élite russe, Prigojine devient une alternative crédible? Quand on dit une alternative, pas forcément une alternative à Vladimir Poutine, je n'en sais rien, je vous pose la question. Mais une alternative dans la façon de mener cette guerre, Catherine. Moi, j'ai l'impression que, franchement, c'est un tabou là qui vient d'être levé, parce que c'est effectivement pas n'importe qui, Mizinsef. Il était responsable d'une institution qui avait été créée en 2014, justement, pour organiser les opérations militaires russes où qu'elles doivent se dérouler. Il était aussi, ce qui est très important d'ailleurs pour Prigojine, il était responsable des hackers militaires, donc de l'armée russe. Et on sait qu'effectivement, tout ce qui est réseaux sociaux et hackers, c'est fondamental pour la communication d'un certain Prigojine. Et puis, il était, durant sa jeunesse, militaire en Allemagne de l'Est, où exerçait un certain Vladimir Poutine pour le FSB. Donc, c'est vraiment quelqu'un
qui était très proche de Vladimir Poutine, qui a été désigné par Vladimir Poutine aux postes les plus honorifiques. Donc aujourd'hui, Mizintsev décide de rallier effectivement Prigojine, qui quand même critique d'une manière de moins en moins dissimulée Vladimir Poutine lui-même, mais surtout Vladimir Poutine lui-même. Au-delà de l'état-major militaire russe, ça veut quand même dire qu'un tabou est levé et que le vrai problème, ça va être au lendemain de la guerre. Parce que fait-on d'une milice qui aura pris une telle ampleur? Est-ce qu'ils vont se rallier derrière l'armée conventionnelle russe? Le petit doigt sur la couture du pantalon, on peut en douter. Donc ce sera un vrai défi pour le Kremlin. Et Catherine, si on ne tourne pas autour du pot, abordons cette question peut-être naïve, hein, avant même la fin de cette guerre, est-ce que Prigojine vise le pouvoir suprême en Russie aujourd'hui? Est-ce qu'il imagine remplacer Poutine? Ou est-ce que c'est totalement fantaisiste d'imaginer ça? C'est sûrement le rêve qu'il caresse. Et c'est justement en essayant de se rallier des gens de l'importance de Mizintsev qu'il pense qu'il va pouvoir créer autour de lui un cénacle qui lui permettra un jour d'avoir les hommes qui représentent la puissance qui pourront l'aider à arriver au pouvoir. Mais là, je ne pense pas que Vladimir Poutine, pour l'instant, se laissera faire de cette manière. Mais on voit qu'il est en train de poser des pions et d'avancer sur cet échiquier pour se rapprocher de plus en plus du Kremlin, c'est clair. Pierre, Olivier, quelle analyse? Oui, des choses tout à fait importantes ont été dites. Alors, c'est un recrutement visible, important. En même temps, c'est le recrutement d'une personne qui est dans une impasse professionnelle. Et donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de cet ancien vice-ministre, mais il peut y avoir des choses nobles, entre guillemets nobles à la mode russe du moment, et des choses pas nobles. J'ai besoin d'argent, je me suis embêté toutes ces dernières années dans des bureaux à faire de l'administratif, c'est un peu ce qu'il dit. Et voilà, ici, je suis avec des jeunes combattants, je retrouve une forme d'adrénaline, etc. Il y a ça qui joue. Et puis, il peut y avoir le pari du fait que le pouvoir poutinien est finalement en fin de parcours, en fin de course. Prigojine a plusieurs fois insisté sur le fait qu'il pourrait y avoir un esprit révolutionnaire qui pourrait se mettre en place sur l'échec militaire suivi éventuellement d'une dislocation du pouvoir poutinien. Et dernier point, pour moi, Prigojine, plus on l'entend, plus il s'inscrit dans une tradition russe ancienne qui existait à l'époque des tsars, de la révolte populaire. Vous avez toujours eu dans l'histoire tsariste donc un pouvoir extrêmement fort qui écrasait les masses de Moudjik, et puis tout d'un coup un personnage qui parfois se présentait comme étant le fils caché de tel tsar, ou au contraire issu complètement du peuple, et qui levait une révolution extrêmement violente. Et donc il y a ça aussi dans le fantasme de Prigojine. Alors, est-ce qu'il sait où est-ce qu'il veut aller? C'est pas sûr. Il exploite point après point, mais le truc qui est en train, enfin le schéma qu'il est en train de construire, c'est voilà le peuple, des soldats proches les uns des autres, dans un esprit, encore une fois comparaison n'est pas raison, mais qui s'approche plutôt de l'esprit force spéciale, commando, groupé, modulable, face à une structure militaire extrêmement rigide. En France, parfois, les gens des forces spéciales, pour moquer l'armée régulière, Olivier Kempf connaît ça, les appellent les longues capotes. Ils appellent l'armée régulière les longues capotes. Pourquoi? Parce que c'est plutôt péjoratif. Les longues capotes, c'est ceux qui portaient le manteau long, le barda, etc., qui sont enrégimentés et qui n'ont pas la vista, la souplesse des forces spéciales. Ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est des chicanières. Sauf que là, lui, il essaye d'incarner ça et de vendre ce modèle-là. Après, il se dit, si ça peut aller plus loin en fonction des circonstances, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est ce que j'entends dans ce type de discours. Il faut voir si ça va être suivi d'autres ralliements. C'est pas certain, parce que ces dernières semaines, vous avez pas mal de rumeurs sur le fait que Prigojine terminera pas l'année vivant. Donc, en tout cas, pour l'instant, ce qui est frappant, voilà, c'est qu'il va toujours plus loin et qu'on n'entend pas de haut placé dire « maintenant, ça suffit ». On n'entend pas ça à la télé publique, on n'entend pas ça au Kremlin. Olivier, votre sentiment, je voulais juste vous montrer une petite séquence. C'est qu'il commence à séduire peut-être dans le milieu des élites, mais ça fait plusieurs semaines qu'on a assisté à quelques scènes, et celle que vous allez voir est assez significative, où la population en appelle à lui.
Là, ce que vous allez entendre, ce sont des habitants de la région de Belgorod qui, face aux attaques récurrentes, s'adressent directement à Prigojine. Écoutez, regardez. Хотим обратиться к Пригожину Евгению Викторовичу. Мы устали терпеть. Слушать нас никто не хочет. Нас просто бросили. Кроме вас, Евгений Викторович, нам никто не поможет. Украина обстреливает. Уже начинается просто рядышком рваться все, взрываться все. Мы не знаем, что происходит, но война дошла уже и до нас. Евгений Викторович, спасите нас. Помогите, пожалуйста. Montage Baptiste Amossé. Est-ce que pour vous, ce ralliement, c'est un fait politique? Non. Important. Olivier? Non. J'ai l'impression que vous partez tous de l'hypothèse que finalement le théâtre russe, le théâtre moscovite, obéit aux mêmes règles politiques et médiatiques que nous en Occident. Je vais vous proposer une autre hypothèse. Et si Prigojine était le fou du roi, s'il était instrumentalisé, si Wagner n'était pas une société juste capitaliste, mais juste une émanation un peu bizarre, grise, des services secrets et notamment du GRU. Ah oui, si d'ailleurs c'est une émanation des services secrets pour couvrir les activités extérieures à travers le monde, et notamment en Afrique, des services secrets russes. Ah, c'est intéressant. Et si Prigojine n'était finalement pas instrumentalisé par le pouvoir central russe, de façon à ce que Poutine soit au-dessus de la mêlée et que vous ayez finalement une mise en scène de communication qui sert aussi bien à l'Occident, parce que peut-être que nous rêvons d'avoir un opposant à Poutine. Et donc pour Poutine, c'est juste génial de pouvoir mettre en scène cet opposant. Et puis même vis-à-vis de l'intérieur, de pouvoir dire, vous voyez, je veux dire, il y a l'administration et puis il y a un peu de populisme. Et moi, je suis au-dessus de la mêlée et je permets de garder tout ça. Objection, votre honneur. Non, mais je vous donne l'hypothèse. Oui. Je viens enfin à Mizintsev. Ce gars était l'adjoint de Shoigu. Il a travaillé pendant des années et des mois avec Shoigu. Il arrive à 60 ans, limite d'âge, etc. Si ça se trouve, c'est un nouveau poste. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que considérer l'hypothèse alternative de « ceci est une mise en scène », ceci fait partie d'une campagne de communication générale, aussi bien vis-à-vis de la population intérieure russe que de l'Occident, à ceci près, et là je vous rejoins, la question est celle de la limite, la question est celle d'Icare. Jusqu'où peut-il aller? Quo non ascendat, pour reprendre une devise célèbre. Et là, il y a un vrai danger sur le personnage Prigojine, qui a une marge d'autonomie, je vous l'accorde, mais qui n'est pas l'homme indépendant que nous rêvons de voir en Occident. Alors, objection, votre honneur, comme je le disais, dans ce cas-là, comment laisser Prigojine décrédibiliser à ce point l'armée russe alors qu'elle est toujours en train de tenter de recruter des soldats ici et là? C'est plus la grande campagne de mobilisation, mais elle a toujours besoin de soldats. Comment laisser quelqu'un dire cette armée est nulle, on s'y prend mal, cette opération est mal conduite? S'il était téléguidé, entre guillemets, est-ce qu'on le laisserait aller aussi loin avec ses critiques? L'armée russe est une armée de conscription. Je le rappelle, il y a quelques professionnels et la tentative justement depuis 15 ans de moderniser l'armée russe avec une certaine professionnalisation est arrivée à ses termes. D'ailleurs, la partie professionnalisée a été consommée sur les premiers mois de la guerre et donc aujourd'hui, on est sur une mobilisation générale avec des conscrits. Et ce qui est intéressant avec Wagner, c'est que c'est une unité qui va recruter, entre guillemets, des professionnels, des mercenaires, à travers le monde, de façon à avoir des gens. Enfin, qui, en écoutant Prigojine, aurait envie de s'engager aujourd'hui dans l'armée russe? Vincent. Alors, moi, je trouve que l'hypothèse d'Olivier Kempf est évidemment tout à fait digne d'intérêt et de considération, mais elle est quand même fragilisée par le fait que longtemps, Prigojine a accablé l'entourage et l'institution militaire tout en épargnant Sa Majesté, ce qu'il ne fait plus. Il y a eu 2 occurrences récentes dans lesquelles, nominativement, il tourne en dérision ou il met en doute les capacités opérationnelles de Poutine en tant que chef suprême des armées. Bon, ce qui, à mon avis, quand même, est de l'ordre du tabou. Moi, j'ai une réserve qui est, au fond, complémentaire de la vôtre. C'est qu'en réalité, c'est une belle prise de guerre symbolique pour Prigojine. Mais il s'agit quand même de quelqu'un, j'ai étudié son cursus cet après-midi, qui a été le serviteur zélé du système militaire russe pendant des décennies, et qui rallie Prigojine quand? Au moment où il est évincé, après n'avoir exercé ses fonctions de vice-ministre que pendant 7 mois. Or, il est en charge de la logistique, on l'a dit tout à l'heure avec Fény, et la logistique a grandement péché. Donc, si vous voulez, ça peut être aussi l'effet d'aubaine ou la réaction de dépit
d'un disgracié. Enfin, public. Ou le missile de Dominici, envoyé en mission justement pour contrôler Prigojine et notamment contrôler l'appareil militaire, puisqu'il est le numéro 2 et donc finalement ça va devenir le chef militaire de Wagner pour reprendre le contrôle de Wagner. L'hypothèse se tient également. Pierre ? Oui, effectivement, c'est possible qu'il soit envoyé en mission pour un moment prendre la place de Prigojine. Alors la thèse développée par Olivier Kempf a été développée à plusieurs reprises. Gallagher, Fenwick est également sur cette position à la fois du fou du roi, de l'homme manipulé, etc. Ça se heurte aux obstacles soulevés par Vincent, mais également par la violence du propos et la justesse de l'analyse qu'il fait sur les raisons de l'inefficacité de l'armée, du système, et finalement, en filigrane, de la pusillanimité du tsar. Et donc, s'il était dans un rôle... Il pourrait tout à fait jouer cette partition, mais mezzo voce, sans à tour de bras traiter Shoigu et Gerasimov, pardonnez-moi, il a dit à plusieurs reprises de salope, entre ces citations, salope, enfin tout ce que vous pouvez pas imaginer. Et là, c'est un peu too much par rapport à l'exercice. On l'a vu lors de les combats de Bakhmout, sur la carte, expliquer ce qu'il ferait s'il était ukrainien. Et en fait, son analyse n'était pas sotte. Donc là, s'il jouait ce rôle-là, vraiment, je pense qu'il a peut-être joué ce rôle-là à un moment, et puis l'hubris, la démesure l'a saisi. Dernier point, alors évidemment, ça peut être une mise en scène, mais les services de renseignement occidentaux considèrent que Prigojine n'a aucun contact direct avec Poutine. Poutine ne le prend pas au téléphone, ne lui parle pas, il n'a aucun... Alors, ça ne veut pas dire, ça ne détruit pas la thèse d'Olivier Kempf, parce qu'il y a d'autres façons de faire passer les messages, mais derrière cela, il y a le fait de dire, non, c'est un personnage qui commence à sentir sérieusement le soufre, ça peut amuser la galerie, ça peut jouer un certain rôle, mais il commence à être gênant. Et dernier point, Vincent l'a dit tout à l'heure, depuis la Syrie, il a noué des relations avec différents chefs militaires. Sourovikine, ils avaient un lien très fort, puisque ce sont deux anciens repris de justice. Lui, 9 ans de prison dans les prisons soviétiques pour attaque à main armée, et Sourovikine pour participation au coup d'État contre Gorbatchev. Et donc, il s'est retrouvé comme jeune officier en prison. Ça crée des liens. Donc, ce qui peut peut-être commencer à poser problème au Kremlin, c'est de se dire, mais est-ce que Prigojine a des contacts? Et dernière chose, il a du fric. Il a de l'argent. Il a une capacité à acheter... les consciences ou les bonnes volontés. On va avancer, mais tout dernier point, quand il dit « Donnez-moi 200 000 soldats et je conquerrai Kiev », bon, on est dans la forfanterie, enfin, c'est aussi un moyen de dire « Vous êtes des incapables ». Oui, mais vous avez dit le mot, c'est de la forfanterie. Enfin, on voit quand même l'armée russe et on voit quand même Wagner qui a mis 5 mois à conquérir Bakhmout. 8, et on se souvient dans le genre rodomontade qu'il avait dit que Bakhmout, ce serait une affaire réglée qui démontrerait de manière éclatante les avantages comparatifs de sa milice par rapport à l'armée. Donc c'est un peu facile de dire, bon, donnez-moi des moyens illimités, des effectifs formidables, et là, je ferai mieux que vous. Là, non, je pense qu'il ne faut pas... Catherine, un mot là-dessus. Oui, non, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est l'extrait que vous avez diffusé juste avant de ces civils russes qui en appellent à Prigojine. Parce que là, effectivement, c'est quand même... très souvent, au début, on disait, de toute façon, Prigojine, c'est un fou qui n'a aucune... qui est à peine célèbre auprès de l'opinion publique russe, il n'a aucun entre-gens de ce point de vue-là, etc. Là, quand même, le fait que la population prise au piège de la guerre, et non plus de l'opération militaire spéciale, là, les Russes, ils ont bien compris dans la région de Belgorod que c'était une vraie guerre, qu'ils en appellent à Prigojine et qu'ils n'en appellent pas, justement, souvenez-vous, toutes les femmes et les mères de soldats, tous les soldats eux-mêmes qui lançaient des appels, les soldats russes, s'adressait soit au gouverneur des régions, soit à Vladimir Poutine lui-même. Et là, pour la première fois, on les voit s'adresser à Evgeny Prigojine. Donc, ils ne sont pas des centaines et des milliers, mais moi, je trouve que c'est quand même un signal qui signe le fait qu'aujourd'hui, Evgeny Prigojine, justement, a un vrai pouvoir, a une image, et il a réussi à faire passer le message que celui qui, justement, avait ce que moi je n'ai pas, n'est-ce pas, et que l'armée russe n'a pas non plus, d'après ce qu'il raconte régulièrement, eh bien, c'est un message qui commence à passer, et quand on est face à la mort, face à la guerre, à qui pense-t-on? À Prigojine, et non pas à Vladimir Poutine ou au ministre de la Défense russe. Bien.